Pour aujourd'hui, j'ai trois choses à vous transmettre. La première est le fait que la GPA n'est pas seulement une question d'argent et de business, elle est en fait plutôt une question culturelle. Plus précisément contre-culturelle qui fait partie d'un phénomène de contre-culture et on verra par la suite pourquoi et comment. Deuxièmement, la GPA est une subversion de la famille parce qu'elle transforme la famille en institution secondaire en entreprise, elle transforme la famille en entreprise. Et troisièmement, la GPA est une subversion du droit parce que elle détermine la redéfinition des notions juridiques de base comme mère, père. Elle déconnecte le droit de son fondement qui est la nature humaine. Commençons avec la GPA, un phénomène de contre-culture. Il faut savoir que tous les changements sociétaux liés à la vie, à la famille, aux libertés en général, ne sont pas une évolution naturelle de la société. Personne ne s'est dit comme ça du jour au lendemain en se levant le matin, bah tiens, je vais commencer à vendre des enfants, à acheter des enfants ou des gamètes, je vais employer ou louer des femmes pour qu'elles portent les enfants des autres. Personne ne s'est dit, bah tiens, je vais faire mère porteuse pour ma mère, pour mon frère ou pour toute autre personne. Il y a eu en fait un changement culturel, un changement de mentalité. Et toutes les à la famille qu'on voit aujourd'hui depuis un certain temps déjà, et au mariage comme le Pax, les unions libres, mais aussi à la procréation et à la parenté, c'est ce qui nous intéresse concernant la GPA. Donc la PMA, la GPA, la reconnaissance de la mère et du père d'intention, la double maternité, etc. Elles étaient pensées, planifiées, financées et mises en pratique dans un but très précis, avec des auteurs concrets et à travers des moyens spécifiques. Voyons les buts de ce changement. En fait, le but de cette modification culturelle était de changer les mentalités des gens et de détruire les institutions, la famille et le droit dont je vais parler aujourd'hui. Les auteurs et leurs projets de société sont les grandes fondations internationales, principalement Rockefeller et Ford, mais aussi toutes les autres associations qui étaient fondées surtout dans les années 80, 90, 2000 et financées par ces deux grandes fondations pour réduire la population, pour maintenir la paix dans le monde. Donc ça, c'était le projet des grandes fondations internationales. Et il y a aussi un autre projet de société, celle des marxistes culturels, notamment des féministes marxistes, mais aussi de l'école de Francfort et d'Antonio Gramsci, qui voulait libérer la famille de l'oppression de la maternité pour établir une société égalitaire. Et comment ils ont fait tout ce changement? Eh bien, c'est par une ingénierie sociale. Les grandes fondations internationales se sont rendues compte que pour changer la société, il faut modifier les usages, les coutumes et les institutions, les lois et les institutions. Et là, on voit Kingsley Davis, qui était le sociologue de la Fondation Rockefeller pendant des années et aussi professeur universitaire. Mais en fait, donc ça c'était les grandes fondations. Mais en fait, les grandes fondations savaient qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les mentalités, pour changer la société, mais ils ne savaient pas comment. Et ils ont observé du côté des féministes marxistes qu'il y avait un travail intellectuel de destruction de la famille, parce que c'était dans l'intérêt de ce projet marxiste de société. Et en fait, ils ont vu et ils ont financé pendant des années tout ce travail intellectuel de création d'une idéologie et des nouveaux concepts des féministes marxistes.
Et je vais mentionner ici deux choses. Voilà, c'est pour remplacer la famille Kate Millett, qui est une féministe américaine, et aussi Shulamit Firestone, qui disait que pour remplacer la famille, il faut créer des alternatives à la famille. Et on voit aujourd'hui la famille arc-en-ciel, la famille incestueuse, etc. Et concernant la maternité, Shulamit Firestone proposait de remplacer la maternité naturelle avec la procréation artificielle. Et en fait, on voit, donc ça c'était dans les années 70, et on voit 8 ans après la naissance au Royaume-Uni de Louise Brown, et en France en 82 de Amandine à la suite d'une PMA. Et au milieu des années 70 aux États-Unis, les premières GPA. Voilà, je vais passer. Voilà. Passons maintenant à la subversion de la famille. Donc, la GPA est une subversion de la famille parce qu'elle pousse la transformation de la famille en institution secondaire, dans une entreprise. En fait, les personnes ne sont plus uniques, considérées comme des personnes irremplaçables, etc. Mais elles deviennent, avec la pratique de la GPA, elles deviennent remplaçables, jetables, une force de production, en fait. Et la maternité devient un travail. Et on voit que la mère peut être employée ou louée, le père peut faire don ou vendre ses gamètes et être anonyme. Les enfants peuvent être commandés, fabriqués, achetés, supprimés avant leur naissance, abandonnés après leur naissance s'ils ne conviennent pas, avoir plusieurs mères et pères, etc. Passons maintenant à la subversion du droit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain du droit? C'est les droits étaient déconnectés de la nature humaine en violation des droits de l'enfant. Et ici, on voit Antonio Gramsci, qui était le fondateur du Parti communiste italien et qui était l'idéologue de la transformation culturelle en Occident, qui disait qu'en fait, il faut détruire et déconstruire pour construire, bien évidemment, parce qu'il était un communiste, un marxiste, pour construire une société marxiste. Il faut détruire et déconstruire la culture occidentale, et le droit, il fait partie de la culture, comme la philosophie, la famille, la religion, et tout ce qui est du domaine de l'esprit, voilà. Et qu'est-ce qu'il disait Antonio Gramsci? Qu'en fait, il faut détruire cette culture occidentale par une implosion lente, anonyme, graduelle et imperceptible, au nom de la dignité et de la liberté de la personne et des droits de l'homme. Et en fait, c'est ce qu'on voit, ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe dans le domaine juridique autour de toutes ces revendications liées à la GPA. Et il y a deux choses. On voit qu'il y a une transformation des législations et de la jurisprudence, donc du droit, par des litiges stratégiques et de l'activisme judiciaire qui valident d'une certaine forme, directement ou indirectement, la GPA. Et en fait, le but est de redéfinir les notions, les notions les plus fondamentaux du droit et aussi les institutions, notamment la notion de père et de mère, voilà, en reconnaissant la maternité et la paternité désincarnées, donc la mère ou père d'intention, qui n'ont rien à voir avec la nature humaine et avec les droits de l'enfant. Et aussi un autre but, c'est en fait voilà, de déconnecter le droit de son fondement, qui est la nature humaine. Et tout ça sous prétexte de défendre l'intérêt et les droits des enfants, d'avoir notamment à la vie privée. Et en fait, comme exemple ici, je vais mentionner toutes les affaires à la CEDH, à la Cour européenne des droits de l'homme, jugées par celle-ci depuis 2014 jusqu'à présent.
où la Cour a jugé que le refus en droit interne d'instituer une paternité ou une maternité d'intention établie à l'étranger porte atteinte à la vie privée de l'enfant né par GPA. Et en fait, on voit bien ici qu'il faut faire en fait une distinction entre le marketing et la propagande et la réalité. Et en fait, on voit que tous ces lobbies, tous ces activistes qui font appel à des litiges, par des litiges stratégiques et par l'activisme judiciaire dans le cas des juges, utilisent un marketing, la propagande. En fait, ils disent quelque chose, ils utilisent ils invoquent voilà, l'intérêt supérieur de l'enfant pour provoquer ces redéfinitions des notions juridiques et cette déconnexion du droit de son fondement. Ils utilisent, voilà, ils invoquent l'intérêt et les droits de l'enfant. Mais en fait, il y a voilà, ça c'est le marketing, la propagande, mais en fait, il y a derrière tout ça, il y a la réalité. En fait, ce qu'ils font est ceux qui détruisent ceux qui promeuvent ce genre de revendications. Et concrètement, en fait, et à savoir les abus et les violations de droits de l'enfant. Et en fait, tous ces gens-là utilisent, c'est ce que disait Gramsci, Antonio Gramsci, et que j'ai mentionné tout à l'heure, ils utilisent les mots de la culture qu'ils veulent détruire dans le but d'avancer les valeurs marxistes dans la société. Mais en fait, voilà, il faut toujours ne pas s'arrêter à la propagande, au marketing, à ce que les gens aiment entendre, donc à l'emballage, comme on peut dire aussi. Mais il faut regarder la réalité de ce qu'ils proposent et les conséquences concrètes de leurs propositions dans la vie des personnes, parce que il s'agit de personnes, il ne s'agit pas juste des concepts. Donc la GPA, en fait, est une violation de droits de l'enfant garantie par la Convention internationale des droits des enfants. Et ici, j'ai énuméré simplement les droits de l'enfant qui sont violés par la GPA. Et il y a le droit inhérent à la vie, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux, le droit de préserver son identité, le droit de ne pas être séparé de ses parents et aussi deux obligations de l'État, notamment d'empêcher la vente d'enfants et de protéger l'enfant de toute forme d'exploitation préjudiciable à tout aspect de son bien-être. Je vais m'arrêter ici et je vous remercie pour votre